Nous voilà enfin en l'an 2000 et il nous a semblé intéressant de vous parler d'un rapport qui n'a pas été publié et qui tente une prospective géopolitique pour l'an 3000. Alors voici ce rapport, il a été préparé par une équipe pluridisciplinaire de l'université de Budapest, dirigée par le professeur moldovalaque Gabor Bocsi-Jomierwicz, et la question qui est posée dans ce rapport, c'est comment pourrait se dessiner notre planète d'ici 1000 ans. Alors nous avons fait une synthèse des diverses hypothèses scientifiques et nous avons essayé de les traduire en cartes. Voici notre monde en l'an 3000. Il est plus ramassé, plus solidaire et formé désormais de grandes régions-États au nombre de 13. L'Union eurasiatique, de l'Atlantique à l'Oural, la Cyberchine, la Décanie, la Confédération australo-pithèque, l'Arabie heureuse, la Tamerlande, qui comprend les républiques du Talboukistan, Talvikistan, près du lac Krimal, la Fédération du Sahara uni, l'Union de l'Afrique des Grands Lacs, la Mandélia, le GNU, le Grand Nunavut uni, qui a fédéré une grande partie des anciens États-Unis et du Canada après la défaite de l'armée américaine devant les troupes inuites lors de la guerre du grain de 2554, l'Amérique zapato-bolivarienne, la Fédération de l'Incaland et du Guarana, et puis la colonie antarctique, plus au sud, qui est devenue le premier producteur mondial de fruits et légumes, après la fonte d'une partie de la banquise. Vous allez comprendre ce qui s'est passé. Alors seuls 4 États ne font pas partie de ces regroupements régionaux, le Québec, le Tibet, la Confédération helvétique et bien sûr la Corse, devenue indépendante à partir de 2019, après le coup d'État du général Tibéri. Alors ces regroupements régionaux sont le résultat de 3 grands facteurs. L'intégration économique, bien sûr, l'unité linguistique, avec la langue espaglaise, parlée par la majorité de la population mondiale, et enfin le réchauffement climatique, commencé à la fin du XXe siècle, et qui a engendré peu à peu de tels désastres écologiques qu'il a favorisé la naissance de ce que les hommes ont appelé la SCP, Société civile planétaire. Alors repartons depuis l'an 2000 pour se souvenir des principales étapes. D'abord, l'élévation rapide du niveau de la mer. 55 cm en 2100, 1 mètre en 2160, 2 mètres en 2229. Un certain nombre de grands deltas disparaissent alors des cartes, comme au Bangladesh, dans le golfe de Guinée, le delta du Nil, la Camargue en France, les Pays-Bas, la façade nord de la Flandre, et puis des États insulaires de l'océan Pacifique, comme Marshall ou Polynésie, ou dans l'océan Indien, les Seychelles. Alors par chance, Venise a pu être sauvée des eaux grâce au PQ, le programme climatique de l'Union européenne, créé dès 2051. Elle a été reconstruite au bord du lac de Constance. Alors comme le long de ces côtes on avait de grands bassins de population, l'élévation du niveau des mers a entraîné des migrations vers l'intérieur, jusqu'à 450 millions de personnes qui sont remontées vers le nord en 2287, et on a bientôt appelé ces gens des réfugiés climatiques. Deuxième effet, dès 2095, ce réchauffement climatique a perturbé les cycles de précipitations, avec l'apparition de zones plus sèches et des inondations de plus en plus fréquentes. Les zones tempérées se sont déplacées vers le nord et vers le sud, en Sibérie, Scandinavie, Nunavut uni, qui deviennent, avec la colonie antarctique au sud, les nouveaux greniers de la planète. À partir du XXIIIe siècle, on a donc une série de catastrophes qui s'enchaînent. Mutation des espèces animales, avec l'apparition du criou ravageur, une sorte de criquet géant en Amérique du Nord, une diminution des rendements agricoles de près de 30% dans le monde, et une recrudescence des maladies infectieuses, car une augmentation de la température, ne serait-ce que de 2 degrés, aide à la diffusion du paludisme ou de la fièvre tétarta negra, comme on l'appelait, causée à cause d'un moustique mutant ayant la forme d'un tétard. Alors le seul facteur positif dans tout cela, c'est l'extension des zones de pêche.
le poisson devenant ainsi la première source de nourriture pour les humains, thon, morue, saumon, sardines, dorades. Bien, alors face à ce désastre écologique, le plan Malcolm Obray, du nom du secrétaire général de l'ONU, est lancé en 2229. Il visait d'abord à l'intégration régionale à grande échelle pour gérer le problème des réfugiés climatiques et la réorganisation agricole. Et puis deuxièmement, la création d'un fonds spatial international pour favoriser la conquête des planètes du système solaire et résoudre le problème des réfugiés climatiques. Ainsi, la fusée fractale aéronucléaire, la Sotovia 3000, a pu être développée en à peine 100 ans, et son vol inaugural, le 9 mai 2310, ouvrait alors une nouvelle ère dans l'histoire de l'humanité. Car cette navette sûre pouvait transporter plus de 1200 personnes et permit ainsi l'établissement de la première colonie humaine sur la Lune dès 2325. Cette colonie est située à proximité de la mer de la Tranquillité. Elle est baptisée Gagarine, évidemment en l'honneur du premier homme qui monta dans l'espace. Et en à peine 2 siècles, les colonies humaines vont occuper le territoire lunaire. Elles forment aujourd'hui des villes de plusieurs millions d'habitants, comme Bertilstadt, Armstrong Ciudad, Nouveau-Bangladesh et bien sûr Gagarine, qui est la capitale. Alors seule la face cachée de la Lune n'a pas été colonisée, car les premiers colons voulaient pouvoir se tourner vers la Terre, devenue objet de culte et d'adoration, mais aussi parce que c'était une orientation plus pratique pour les liaisons aérospatiales depuis les principaux terrains d'alunissage que vous voyez là sur la carte. Ensuite vint la colonisation de la planète Mars. C'était plus difficile car il n'y a pas d'eau, et elle devint possible en 2701 grâce à l'expérience acquise par les Luniens dans la culture sous serre, l'utilisation des clones pour les travaux agricoles, leur savoir-faire dans le commerce avec la Terre, demeuré éloigné, et puis l'invention par le professeur lunien Ulrich Henysik des usines aqualites pour la fabrication d'eau artificielle. Ce fut là une vraie révolution qui ouvrait à une vraie expansion de l'homme dans l'espace. Le développement de Mars se fait donc en quelques années, après la création des colonies de la Nouvelle-Belgique, New Dakar, Nisigrad, la capitale, se constituent au-delà des monts Galilée et Newton des colonies plus modestes comme Victor, Salvador et Médor. Or, à la différence des Luniens qui sont toujours restés fidèles à la Terre, certaines populations de Mars vont montrer, à partir des années 2900, des velléités d'indépendance venant surtout des colonies modestes du début de la colonisation. Alors pourquoi ? D'abord, il y a l'éloignement de ces colonies de la station de télétransportation vers la Terre et la Lune, donc un certain isolement géographique par rapport au reste de l'univers. Ensuite, la barrière physique que forment les monts Galilée et Newton avec le reste de Mars a conduit à un développement plus autarcique de ces colonies. Et puis l'économie de ces petites colonies fonctionne sans clones, à la différence des exploitations du Nord, créant en fait un nouveau mode de vie et de pensée, notamment sous l'impulsion de Juanito de Boclar, le leader de ce mouvement indépendantiste. Résultat, on assiste le 13 août de 1961 à la déclaration d'indépendance de ces 13 colonies au sud sous le nom d'Utopia. Au lendemain de cette indépendance, le gouverneur de Mars, une femme, Madame Neck, Lally, proteste sévèrement mais inutilement, car selon la Constitution, le gouverneur de Mars ne pouvait pas prendre de décision sans en référer à la Terre, et l'armée ayant été bannie dans ces colonies spatiales, rien n'est entrepris donc contre ces millions de colons martiens indépendantistes, rien sauf des discours. Or, en ce 1er avril 3000, la tension entre les deux parties de Mars ne cesse d'augmenter. La guerre de Mars aura-t-elle lieu? C'est la question qu'il faut poser. Alors, la guerre de Mars aura-t-elle lieu? C'est la question qu'il convient de se poser. C'est ce que je vous propose, que nous vérifions ensemble dans 1000 ans, donc. Voilà, ce petit exercice de prospective est maintenant terminé. Nous nous sommes donc inspirés des travaux de ce rapport qui a été préparé pour le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est un rapport confidentiel, mais nous voulions vous donner quelques-uns de ces tendances lourdes qui peuvent se dégager.
Je vous signale aussi les aventures de César et Jessica. C'est une très jolie BD à la ligne claire qui s'appelle L'objet de l'an 2000 aux éditions de la Laurent Pierre. Nous nous sommes inspirés des noms de pays et que nous avons traduits en carte aujourd'hui. Je vous signale aussi que la Bibliothèque nationale site Mitterrand a une exposition jusqu'en juillet 2000 sur l'utopie, la quête de la société idéale. C'est tout à fait en rapport avec notre propos. Voilà, une chose est certaine en tout cas, dès le début de cet an 2000, femmes et hommes politiques et puis acteurs économiques devraient prendre beaucoup plus au sérieux les scénarios de catastrophes écologiques. Voilà, maintenant vous pouvez reprendre une activité normale, c'est-à-dire par exemple arrêter la télévision, vous verrez, cela fait du bien.